Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 29 décembre 2024. Vous excuserez ma voix, vous excuserez mon rythme de respiration parce que je suis juste au fond du bac. Évidemment, 2 semaines d'à peu près repos et forcément, je tombe malade. Enfin, là n'est pas le sujet. Chose est-il qu'aujourd'hui, on va faire un petit résumé de cette petite semaine tronquée par beaucoup de fêtes de Noël. On fait le point tout de suite. La semaine aura donc été clairement tronquée, cassée en morceaux, puisque l'indice suisse était fermé le 24, le 25 et le 26, et que les 2 autres jours, les volumes étaient tellement misérables que ça valait même pas la peine d'en parler, ou alors à peine. Et le pire, c'est que si ça se trouve, la semaine prochaine, ça risque bien d'être pareil. Alors pendant ce temps, les Américains ont été un petit peu plus actifs, un petit peu plus prolifiques. La période d'avant Noël, qui dure en général jusqu'à la nouvelle année, bien sûr, est censée être historiquement une période très forte. On parle d'1,3% de hausse en moyenne sur les 2 semaines et cette année ne semble pas vraiment vouloir faire défaut pour l'instant, même si vendredi c'était un petit peu plus faible. On avait relativement bien commencé la semaine aux États-Unis, ça s'est un petit peu mal terminé, mais il y a encore quasiment la moitié du chemin à faire pour aller chercher ces 1,3% d'ici le début de l'année. Alors il y a encore de l'espoir, il suffirait que cette nouvelle semaine tronquée qui nous attend soit du même acabit et les objectifs seront donc atteints. Mais les interrogations actuelles tournent surtout autour des taux d'intérêt. Les récentes déclarations de la Fed sur le ralentissement du baisse des taux, on va pas revenir sur ce qui s'est dit il y a 2 semaines, ralentissement à venir en 2025, avait jeté un coup de froid sur les attentes des investisseurs. Mais les relativement bons chiffres du PCE il y a 10 jours permettaient donc aux intervenants de respirer un peu mieux, contrairement à moi, même si le mot relativement est très important, parce que dans la lecture de la phrase, on connaît la valeur des chiffres économiques et leur capacité à être corrigés dans tous les sens de façon régulière. Donc on se pose toujours beaucoup de questions, bien sûr, et on le verra tout à l'heure sur les graphiques des taux d'intérêt. Autre question qui revient régulièrement, c'est que va-t-il se passer avec l'arrivée de Trump le 20 janvier? La date fatidique se rapproche à toute vitesse et bon nombre de traders, de participants, d'intervenants, d'investisseurs commencent à se demander quel pourrait bien être l'impact des tarifs douaniers sur l'économie. Alors là, je vous dis franchement, tous les avis sont dans la nature et le sujet va et est largement débattu dans les médias. Pour l'instant, on attend, mais on sait qu'il va se passer quelque chose, en tout cas les 3 premières semaines de l'année, rien qu'en anticipant cette date. Les marchés n'ont donc pas vécu une semaine exceptionnelle, si ce n'est dans le sens de l'emmerdement maximal, puisque la plupart des intervenants étaient absents. Et il y a une nouvelle assez intéressante qui est peut-être à signaler au passage, c'est le rapport préliminaire de Mastercard sur les dépenses des consommateurs durant les fêtes de Noël. Alors selon l'organisme de cartes de crédit Mastercard, les ventes de détail auraient augmenté plus que prévu pendant la période des fêtes et ont donc dépassé le rythme de croissance de l'année dernière. D'ailleurs, la responsable du rapport a déclaré « La période des fêtes de fin d'année a révélé un consommateur désireux et capable de dépenser, mais motivé par la recherche de la valeur, comme le montre la concentration des dépenses de commerce électronique pendant les périodes de promotion les plus importantes. De plus, la solidité des dépenses pendant les fêtes de fin d'année souligne la force que nous avons observée chez les consommateurs tout au long de l'année, soutenue par la bonne santé du marché du travail et l'augmentation de la richesse des ménages. » Alors je dois vous dire honnêtement que j'adore les mots « bonne santé du marché du travail » et l'augmentation de la richesse des ménages. En revanche, elle ne précise pas du tout que la bonne santé du travail, c'est plus de 1,5 million de jobs perdus sur 18 mois, et de plus en plus de gens qui ont 3 jobs aux USA, et que l'endettement de l'Américain a explosé en 2024. Alors je ne sais pas si plus de dettes veut dire plus de richesse, mais c'est sûrement le cas pour Mastercard avec des taux à 20% sur les dettes des cartes de crédit. Mais je ne suis pas convaincu que les termes utilisés soient parfaitement corrects, surtout lorsque l'on sait que près de 30% des Américains n'ont pas encore remboursé les cadeaux de Noël 2023 payés avec leur carte de crédit Mastercard et Visa aussi. Autre sujet aux USA, la performance d'Apple. Le titre à la pomme est en hausse de près de 9% depuis son breakout du 3 décembre. La semaine dernière, le titre était à ça d'atteindre la market cap des 4000 milliards, comme vous le voyez sur le graphique. Et ce rallye de fin d'année remet en question son début d'année 2025,
Justement, il y a pas mal d'experts qui sont en train de dire que les prises de profit pourraient bien se pointer en début d'année, surtout que l'objectif technique a été atteint jeudi dernier après le breakout. Il y avait un mouvement assez évident jusqu'à 260 $, ce qui a été fait. Ailleurs, on notera aussi qu'au Royaume-Uni, la croissance est restée nulle au troisième trimestre, nulle, et qu'en Suisse, les perspectives à court terme pour l'économie sont toujours estimées stables par la moitié des analystes interrogés dans le cadre de la publication de l'indicateur UBS-CFA. L'autre moitié, bien sûr, était en vacances de Noël. Et puis alors, il y a quelques instants, je vous parlais de l'endettement des Américains. Eh bien, il n'y a pas que les Américains, il y a aussi l'Amérique tout court, parce que regardez juste ce graphique. Les intérêts de la dette fédérale sont désormais la deuxième dépense la plus importante du gouvernement américain. Ça, c'est la ligne rouge que vous voyez à l'instant. Ils ont atteint le chiffre record de 1150 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, dépassant de 300 milliards de dollars les dépenses de défense et de santé. Les charges d'intérêt ont donc doublé autour des 3 dernières années et sont inférieures de 300 milliards de dollars au coût de la sécurité sociale. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de mathématiques parce qu'au rythme actuel, les paiements d'intérêt dépasseront les coûts de la sécurité sociale dans 3 ans. Alors, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de taux bas aux États-Unis, eh ben, c'est bien le gouvernement américain. Autre chart intéressant qu'il faudra garder en tête en 2025, celui-là, il pourrait s'intituler plus la Fed baisse les taux, plus les rendements du 10 ans augmentent. Depuis le mois de septembre, en effet, la Fed a réduit ses taux de 100 points de base. Vous le savez, on en a assez parlé, les faisant passer de 5,50 à 4,5. Et dans le même temps, le rendement du trésor, des bons du trésor à 10 ans a augmenté de 100 basis points depuis le mois de septembre pour atteindre son plus haut niveau en 6 mois. Donc cette situation qui arrive alors que l'inflation est officiellement à nouveau en hausse, même si le PCE laisse un peu d'espoir depuis 10 jours, personne n'y croit vraiment. La Fed a elle-même relevé ses prévisions d'inflation PCE à 2,5% en 2025 contre 2,1% en septembre. Donc la Banque centrale américaine s'attend désormais à ce que le taux d'inflation revienne à son objectif de 2% en 2027 et plus en 2026 comme prévu précédemment. Si on tient compte donc du fait que le gouvernement américain va avoir besoin de taux bas pour lutter contre la dette et l'inflation, qui elles ne renoncent pas vraiment, le combat va être rude et l'année 2025 devrait être assez logiquement volatile. Si l'on regarde les performances de la semaine, alors vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire. On retiendra que le Nikkei a pris 4% quand même. Le Philadelphia Semiconductor Index grimpe encore de 3,18%, ce qui est une bonne nouvelle. Le SMI parvient à grappiller 1,8% sur la semaine. Et puis pour le reste, eh bien, vous voyez que c'est plus ou moins, ni plus ni moins, bien au contraire. Le S&P 500 est donc en hausse de 0,67% sur la semaine. Et je vous rappelle que d'ici le 2 janvier, historiquement parlant, on a une moyenne de hausse de 1,3%. Donc on a un petit peu encore de terrain à gratter. On verra comment ça va se passer ces quelques prochains jours de trading, bien sûr. Et puis le Bitcoin qui ne fait pas grand-chose sur la semaine, mais qui est largement en dessous des 100 000 $ pour l'instant, avec beaucoup d'interrogations sur la suite des événements et aussi par rapport à la prise de pouvoir de Donald Trump le 20 janvier. Si vous regardez les performances du marché suisse, colonne de droite, la dernière à droite, eh bien vous voyez que sur une semaine, tous les titres du SMI sont en hausse. Et c'est assez rare pour être signalé, comme quoi on a besoin de 0 volume et puis de 2 jours de trading par semaine pour avoir un SMI qui performe relativement bien. Mais là, vous voyez globalement que ça va plutôt pas mal sur le SMI sur cette semaine. Mais encore une fois, méfiance, pas de volume, absence de tout le monde et pas beaucoup de nouvelles, bien sûr. Le SMI que voilà du point de vue technique. Alors, la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'on a quand même réussi finalement à terminer à revenir dans ce canal descendant. On se contente de peu en ce moment, vous voyez, on arrive à revenir dans le canal descendant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On termine relativement bien cette semaine de Noël. On est revenu dans la tendance baissière, mais on a évité surtout un risque d'accélération pour aller chercher beaucoup plus bas sur le SMI. Donc on continue à glisser gentiment. On termine au-dessus des 11 500. Ça, c'est également une bonne nouvelle. Mais visiblement, on continue quand même gentiment à glisser. On a laissé un gap ici qu'il faudra aller chercher à un moment donné ou un autre, de toute manière. Et vous voyez que la moyenne mobile des 50 et des 200 jours sont en train de se retrouver pour ce début d'année 2025 et devrait donc nous dessiner logiquement une dead cross sur le SMI. Donc jamais un bon signal. En revanche, on voit que du côté stochastique, eh bien, on a l'air d'arriver à des niveaux potentiellement
de rebond à surveiller ces prochains temps. Mais de nouveau, pour avoir un rebond sur le SMI, vous connaissez l'histoire, il va falloir que les grands noms du SMI commencent un petit peu à se sortir, enfin à se bouger les fesses pour 2025. Aux États-Unis, comme vous le voyez, donc belle semaine, mais finalement mauvaise clôture, mais on reste toujours dans ce range, on reste toujours au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et vous voyez que pour l'instant là-bas on bute sur cette tendance, on va dire, c'est difficile de dire tendance baissière, mais on a de la peine à aller rechercher les plus hauts historiques pour l'instant sur le S&P 500. Mais encore une fois, je vous le dis, normalement, si on respecte les tendances de rallye de fin d'année sur le S&P 500, on devrait regagner, allez, encore 0,7% les 3 prochains jours, là, d'ici le 3 janvier. Et puis, on pourra peut-être retourner au-dessus des 6000 pour fêter cette fin d'année 2024. Le Nasdaq bouge aussi beaucoup, mais là encore, incapacité d'aller chercher les plus hauts de tous les temps pour l'instant. Bon, de nouveau, la semaine dernière, on n'a pas réussi à remonter jusque-là. Mais de nouveau, la semaine dernière, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'absence d'intervenants, l'absence de volume a fait que finalement, ce n'était pas forcément très représentatif. Néanmoins, on reste en dessus de la moyenne mobile des 20 jours. Vous voyez cette ligne bleue ici. Donc ça, on va dire que pour l'instant, c'est positif au niveau trading. Et puis, pour le reste, tout est dans le vert. Et on voit quand même qu'il y a toujours un gros engouement sur la tech. D'ailleurs, on retrouve cet engouement avec un SOX qui se comporte plutôt pas mal pour l'instant. Vous voyez que le SOX est toujours en train d'essayer de se bagarrer avec cette grande tendance baissière. Là, on aimerait bien casser en dessus pour voir avoir enfin cette accélération. Est-ce que cette accélération viendra en début d'année? Difficile de dire. Vous voyez que des moyennes mobiles sont extrêmement plates pour l'instant et que depuis un bon moment, on a quand même un SOX qui va bien avec des plus ou moins bonnes nouvelles, merci pour Nvidia, et plus ou moins mauvaises nouvelles avec d'autres qui permettent une certaine consolidation latérale. Heureusement qu'on a des bonnes choses sur Broadcom ces derniers temps, entre autres, qui ont permis un rebond à la hausse. Donc voilà, il y a à boire et à manger sur le secteur des semi-conducteurs, et je peux vous dire qu'avec les résultats qui arrivent en début d'année, c'est quelque chose qu'on va regarder très, très attentivement. Petit détour rapide par le pétrole, je vous fais grâce des graphiques en Europe parce que de toute façon, tout est fermé, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Vous voyez qu'on est dans un range latéral toujours sur notre ami le WTI pour l'instant. À court terme, on a un signal haussier qui est légèrement en train de se déclencher entre les croisements des moyennes mobiles 50 et 20 ici. Enfin, pour l'instant, encore une fois, tant qu'on ne casse pas les 72 à la hausse et les 66 à la baisse, on devrait rester dans ce range extrêmement serré. Et puis pour l'instant, il n'y a pas eu de gros événements géopolitiques durant l'intersaison, on va dire, pour que les choses se réveillent sur le pétrole. Donc pas grand-chose à signaler. Mais l'un dans l'autre, le baril reste quand même très attaché et accroché autour des 70 $. Pour ce qui est des vedettes de la semaine, vous vous imaginez assez facilement que vu le volume et vu l'activité, il n'y a pas grand-chose à raconter. On va quand même trouver que sur 2 séances complètes, je vous l'ai dit tout à l'heure, 100% des membres du SMI sont dans le vert et ce n'était pas arrivé depuis un bon moment. Et puis autrement, on notera aussi que vendredi, les 2 bancaires, UBS et Julius Baer, étaient fortement recherchés après un upgrade de la part de RBC qui est très positif sur l'avenir du secteur bancaire. Comme vous le savez, je ne suis pas un fan du secteur bancaire, mais en tous les cas, sur cette semaine, ça a l'air de plutôt bien se passer pour les 2 grosses bancaires suisses. Voilà, vous voyez le rebond assez spectaculaire sur la semaine d'UBS qui vient juste combler son gap, même pas sûr. Peut-être qu'on peut encore aller pousser un petit peu plus haut pour aller chercher le gap. Et puis, attention quand même sur le fait que là aussi, les moyennes court terme sont en train de se recroiser à la baisse. Donc là aussi, ça laisserait supposer qu'on reste de toute façon pour l'instant dans un range latéral qui nous fait passer sur les bas 26-60 qui correspondent plus ou moins à la moyenne mobile des 200 jours sur l'UBS pour l'instant qui n'a pas de grande tendance bien marquée. Et puis Julius Baer, alors Julius Baer, eux, ils ont bien rebondi également. On n'arrive pas à revenir sur les plus hauts de l'année, mais en tous les cas, pour l'instant, rebond assez spectaculaire, bien aidé par l'upgrade récent de RBC sur Julius Baer. On notera quand même qu'on a une tendance là, contrairement à l'UBS, qui est plutôt bien affirmée à la hausse. Et on peut se dire que tant qu'on reste dans ce range-là, ça devrait plutôt pas mal se passer pour la bancaire helvétique. Et puis chez Nestlé, on notera que le géant Veuvaison avait annoncé lundi dernier avoir bouclé son plus récent programme de rachat d'actions. Depuis le début de cette opération qui a commencé en janvier 2022, Nestlé a donc racheté 187 millions de ses propres actions pour un montant de 20 milliards de francs suisses et le prix moyen est établi à 106,74 par action.
On va dire qu'au moins, eux, ils croient en eux, mais ils sont encore loin de leur prix moyen à suivre ces prochains temps s'ils ont eu raison de racheter toutes ces actions. Je vous montre le graphique pour imager la chose, mais aujourd'hui, grosso modo, si on regarde ce qu'a fait Nestlé, ils ont un prix moyen à ces niveaux-là sur leurs propres actions. Bon, eux, ce n'est pas très important, ce n'est pas la même réflexion qu'un investissement, mais enfin, à noter quand même que, comme je vous le disais, eux, au moins, ils croient en ce qu'ils font. Et ils pensent qu'à ces niveaux-là, ça reste quelque chose de relativement intéressant. Nestlé qui ne cesse de faire des plus bas vraiment pas convaincants, avec des rebonds qui sont encore moins convaincants, comme on le voit sur le graphique à l'instant. Chez Relief Thérapeutique, on a promis la signature du contrat de fusion avec Renexion d'ici le premier trimestre 2025. Les discussions et la planification progressent apparemment de manière positive, mais pour l'instant, rien ne garantit un accord définitif, aucune certitude sur le fait que ce sera conclu ou que la transaction sera réalisée comme prévu. Donc ils ont prévenu que ça avance, c'est bien, mais méfiance quand même. Et puis on terminera sur une bonne nouvelle avec Gurit qui annonce une restructuration pour réduire le chiffre d'affaires net et augmenter les bénéfices. Je vous passe les détails, mais les coûts engendrés par cette restructuration devraient rapidement être oubliés par les augmentations de bénéfices à venir. C'est en tous les cas ce que croit le conseil d'administration. Et le marché, visiblement, lui donne raison, puisque le titre a pris 27% depuis l'annonce lundi dernier, 27% sur 2 séances. Donc semaine de 2 jours, mais semaine quand même en Suisse et spectaculaire pour certaines actions. Voilà le chart de Gurit. Alors vous voyez que la semaine spectaculaire, on ne la voit pas vraiment, mais si on zoome un peu dessus, vous voyez qu'effectivement, eh bien, c'était pas mal, puisque vendredi dernier, le titre valait 11 balles et on finit quand même à 15,34 sur Gurit en fin de semaine. Donc belle semaine, belle performance. Maintenant, il ne reste plus qu'à délivrer et montrer que les promesses qui ont été faites par le management vont se confirmer dans les mois et années à venir. En tous les cas, comme vous le voyez sur le graphique long terme, on a encore du chemin à faire pour récupérer tout le terrain perdu. En ce qui concerne la semaine prochaine, côté chiffres, ce sera toujours très très maigre bien sûr. Il y aura tout de même le COF en Suisse lundi matin, ainsi que le Chicago PMI demain après-midi. Et puis mardi, l'Europe et la Suisse seront fermées, les USA seront ouverts et le 1er janvier, tout sera fermé bien évidemment. L'Europe et les USA seront de retour le 2 janvier et la Suisse seulement le 3, donc on a à nouveau une semaine de 2 jours. Et moi, je vous retrouve bien sûr demain matin pour une nouvelle vidéo, un nouveau Morning Bull Live, le dernier de l'année, mais le premier des 5000 suivants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite. Passez un très bon dimanche et à demain, en espérant que je retrouve une respiration à peu près normale. Soyez forts et à demain. Très bon dimanche. Allez, bye bye.